Bon, merci pour l'invitation. Moi, je vais essayer de dire 2-3 choses sur la conjoncture automnale et de revenir ensuite un petit peu sur ce qui s'est passé au printemps dernier pour aborder après éventuellement les questions attinentes à la phase actuelle, ensuite dans le débat. Je trouve que ce dont on a vraiment besoin maintenant, après mobilisation comme celle contre la loi travail, et voilà, en vue de la préparation des mobilisations présentes, futures, contre les violences policières, l'état d'urgence, etc. Et de trouver aussi des moments comme celui-là, justement, pour essayer de faire un petit peu le point ensemble, se confronter, d'avoir des échanges et des moments de réflexion collective. Et c'est justement pour ça aussi que cet été, dès qu'on a eu un moment pour souffler, après une mobilisation si longue et si intense comme celle contre la loi travail, que je me suis mis à faire ce petit bouquin qui est sorti en novembre dernier. Je le fais d'un côté pour essayer de contribuer à l'élaboration forcément collective d'un bilan qui puisse nous aider à lire et voilà, dans la plus optimiste des hypothèses, à relancer la dynamique sociale en soulignant les mérites et les limites de ce qu'on a fait. Et de l'autre côté aussi, je l'ai fait entre la mi-juillet, fin août, début septembre, parce que j'imagine que tout le monde se souviendra de ça, soit les lycéens et les étudiants d'un côté que les travailleurs et les salariés de l'autre, pour aller vite, étaient plus déterminés que jamais, alors que les syndicats, on le sait peut-être déjà venir un petit peu, se préparaient, voilà, c'est le drapeau blanc ou à passer à une deuxième phase selon les différentes lectures. Les premiers, les étudiants et les élèves avec les initiatives Occupe ta salle et Perturbe ta ville, et les seconds, les salariés avec le lancement de l'appel à manifester pour le 15 septembre. Et celle-ci, cette continuité, cette persévérance déterminée est une donnée de fait, est une donnée de départ très importante pour toute réflexion politique sur le présent en France. Et qu'on a vu aussi cet automne, notamment autour de la mobilisation autour de la famille Traoré et au mois dernier autour de l'affaire Théo, comme voilà, des énièmes démonstrations que l'atmosphère, malgré tout, continue d'être effervescente et qu'il y a une disponibilité subjective à descendre dans la rue et voilà, à s'investir politiquement. Cette détermination, je disais, on l'a vu cet été, mais on l'a vu aussi et surtout le 15 septembre. Parce que, voilà, après 4 mois très intenses, avec plus de 15 manifs, une par semaine, de mars jusqu'à juillet, la manif du 15 septembre a été une vraie manif. Une manif que, à différence des 2 dernières manifs estivales, qui étaient complètement domptées par le dispositif sécuritaire légitimé par la balade autour de Bastille, a été une manif qui a su exprimer des taux de conflictualité et d'antagonisme plutôt élevés. Donc voilà, c'est à partir de ça, je crois qu'il faut discuter ensemble, et notamment à présent. Je dirais, pour faire bref, rendre 2 choses seulement sur la conjoncture automnale, et ensuite je passerai à présenter très rapidement, ça prendra 20-25 minutes, les lignes de fond du bouquin. Tout d'abord, voilà, je commencerai par dire que le cortège de tête est la base du syndicat, parce qu'il faut quand même avoir l'honnêteté politique de reconnaître que malgré toutes les différences de perspectives politiques et de composition sociale, ces 2 composantes-là ont fait des bouts de chemin ensemble, que les grèves et les blocages du mois de mai, même si moins intenses que ceux passés, ont été quand même quelque chose de remarquable, comme le caractère des manifs. Donc voilà, que cortège de tête et base du syndicat, ensemble à mi-bout, sont arrivés à tirer de leur côté les centrales syndicales, en les contraignant à assumer des positions qui, tout au début, voilà, n'avaient aucune intention d'assumer, mais qui, au final, ont été obligés d'assumer au risque, autrement, de se voir dépassés par la dynamique sociale. Ils ont donc pesé, et ils ont pesé positivement sur les dirigeants syndicaux. Ça me semble, c'est le premier élément de réflexion rétrospective. Je ne veux pas du tout dire que, bien évidemment, il s'agit du seul critère à partir duquel mesurer ce que cortège de tête, nuit debout et passe du syndicat ont fait. J'ai dit tout simplement que
Le premier et un des plus grands mérites qu'on a eu a été celui-ci, hein, avoir su déterminer le caractère de la contestation. Ça, c'est le premier point qu'il faut souligner, le premier mérite. Mais après, hein, c'est vrai aussi que, et c'est extrêmement important aussi pour la phase actuelle, c'est vrai aussi que dans les jours suivants la manif du 15 septembre, les composants d'Amba, pour aller vite, ne sont pas du tout arrivés à poursuivre la mobilisation, à donner corps à cette détermination, à cette volonté, à cette disponibilité à poursuivre la mobilisation sous des formes politiques plus tranchantes. Dès que les centrales syndicales ont lâché, l'auto-organisation aussi a connu un temps d'arrêt, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Cela ne signifie pas du tout que après le 15 septembre, il ne s'est plus produit rien de significatif. Il y a eu immédiatement après la journée à Calais, la journée à Notre-Dame-de-Lande, la journée en soutien des Goudis, la mobilisation autour de la famille Traoré, etc. etc. Mais voilà, même si la volonté était, et elle est toujours encore là, hein, on l'a vu aussi en février dernier, on n'a même pas été capable, je ne sais pas, de lancer un appel autonome à manifester par exemple. Vu et considérer que les manifs étaient si puissantes et que lors des manifs, on arrivait à se trouver entre voilà, jeunes précaires et base du syndicat. De ce point de vue, hein, je parle surtout de Paris, donc des lieux, des espaces que j'ai fréquentés, les AG Interlutte et Interpro qui se sont tenus à la Bourse du Travail suite à la manif du 15 septembre ont été un véritable désastre. Hein. En gros, on se disait il faut continuer à manifester, les gens n'ont aucune intention de suivre les centrales syndicales, peut-être on va le faire en fin de soirée, peut-être on va le faire un samedi, histoire que les travailleurs aussi qui ne pourront plus jouir des jours de grève puissent être là, mais on a échoué de manière assez frappante. Hein. Donc voilà, je crois que la situation automnale était un petit peu la suivante. Hein. La manif du 15 était là, ou est encore là, voilà, à nous démontrer qu'il y avait encore, voilà, pour le dire de manière un peu brusque, pas mal d'huile à jeter sur le feu, mais que voilà, si personne n'allume l'étincelle, bah voilà, au final, rien ne va brûler. Et celle-ci, je crois, est la phase qui s'est ouverte ou qui s'est réouverte à nouveau suite au 15 septembre. Hein. Le cortège de tête et Nuit debout, avec toutes les limites, mais le potentiel aussi de cette expérience-là. Moi, je crois qu'il faut être bienveillant dans les critiques à l'égard de Nuit debout, qui pourtant doivent être faites, notamment maintenant qu'il y a cette mouvance de récupération à la sauce anticorruption, transparence, etc. de Nuit debout. Hein. Donc voilà, Nuit debout et cortège de tête ont été les éléments les plus marquants du printemps dernier, mais une fois qu'ils se sont retrouvés tout seuls, ou avec la base du syndicat, ou les syndicats de base, à la SUD, la CNT, ne sont pas véritablement arrivés à structurer de façon autonome la poursuite de la mobilisation. On n'est pas arrivé à organiser à nouveau de façon autonome, sans les centrales syndicales, cette volonté, cette disponibilité, cette détermination qui était là à poursuivre la mobilisation. Donc, Nuit debout et surtout en ce qui me concerne, le cortège de tête, ont connoté de manière très forte et très positive la mobilisation. Ils lui ont fourni l'élan, la radicalité et l'ampleur même qu'elle très difficilement n'aurait jamais pu attendre si on aurait laissé les centrales syndicales mener les danses. Mais après, voilà, sans les syndicats, on a du mal. On a véritablement du mal, et ça, il faut bien se l'avouer. Non tant pour se plaindre de nos limites, mais pour essayer d'une manière ou d'une autre de les dépasser. Et celle-ci, voilà, était la phase dans laquelle nous retrouvions l'an dernier, mais qui était déjà assez visible pendant l'été, hein, parce que le bouquin, voilà, je l'ai dit, je l'écris entre la mi-juillet et la fin d'août, hein, ou de moins, voilà, était sur cette toile de fond qui a été pensée et construit le bouquin. Quoi faire après un printemps du genre? Quoi faire après ces élans qui ont parsemé l'été entier, hein, vu et considérer que de toute façon, c'est hautement improbable de maintenir des taux de mobilisation si élevés pour autant de temps. Or, le bouquin a un triple objectif, ou si vous voulez, 3 buts qui correspondent un petit peu à ces 3 parties. Donc, une première partie plus analytique,
dont l'enjeu est de situer les événements qui ont caractérisé la mobilisation dans une perspective transnationale et de moyen terme, une perspective qui va des mouvements sociaux des années 1960-70 jusqu'à la crise déclenchée en 2007-2008 et au cycle de lutte qui l'a accompagné, séquence grecque, printemps arabe, Indignados, Coup à Wall Street, révolte brésilienne, turque, etc., en passant par la restructuration néo-capitaliste. Restructuration qui est qualifiée de révolution d'en haut, les années 80-90, car elle a répondu et continue à répondre à une vision et à une visée stratégique du monde. Ensuite, une deuxième partie qui alterne analyse et narration politique. La première, l'analyse politique qui se focalise sur ce qui s'est passé en France depuis l'installation d'un gouvernement soi-disant socialiste, mais qu'il faudrait arrêter d'appeler comme ça pour lui attribuer un nom plus approprié, à savoir, je suis un petit peu Étienne Balibar sur ça, à savoir extrémiste de centre. Et la deuxième, la narration politique, qui constitue le véritable corps du bouquin et qui offre un récit plutôt descriptif de la mobilisation en suivant les différents moments qui l'ont animé, 4 sous-chapitres donc. Mars, le monde ou rien, avril, nuit debout partout, mai, on bloque tout, et ensuite un des fils rouges qui a connoté la mobilisation de mars jusqu'à juillet, tout le monde déteste la police, et une troisième partie plus politique où sont analysés certains textes immanents aux différentes composantes de la mobilisation qui sont parus au cours du printemps dernier, que des textes donc qui sont sortis au cours de la mobilisation sur Lundi Matin ou sur le Monde diplomatique. Et où, après la lecture de ces textes, dans cette troisième partie est avancée une perspective politique qui est articulée à partir de la composition subjective de la mobilisation et de ce que, à mon avis, ont été ses mérites, mais ses limites aussi. À savoir une certaine convergence des luttes qui, effectivement, malgré tout, s'est opérée entre jeunesse et monde du travail, pour le dire schématiquement, base des syndicats, nuit debout et cortège de tête, et une certaine difficulté, par contre, à faire la jonction entre ces mondes pluriels et la jeunesse racisée des quartiers populaires. Et cela malgré le climat d'islamophobie régnante et malgré l'état d'urgence et tout ce qui va avec en termes de discrimination raciale. Ces trois parties sont suivies par une petite postface épistémologique sur marxisme, théorie critique, philosophie et sciences sociales, dont peut-être moins intéressant d'en parler ici aujourd'hui, et elles sont précédées par une introduction. Ceci n'est pas un début, qui vise justement contre ces lectures très présentes dans le milieu autonome, spontanéiste, à reconstruire les quelques éléments qui ont contribué, qui ont participé à préparer la mobilisation. Les luttes syndicales de Goodyear d'Air France, le site onveaumieux.fr, la pétition online contre la loi travail, le collectif Convergence des luttes, le film de Ruffin, etc. Mais introduction du bouquin qui aussi esquisse la clé de lecture globale de la mobilisation contre la loi travail à travers le concept de action réciproque. Je trouve que cette action réciproque, on l'a vu à l'œuvre entre lutte salariale et remise en cause plus générale de l'existant, entre critique de l'exploitation et critique de la domination, entre au fond critique du capital et critique de l'État sous sa double forme de critique de la représentation et de critique des violences policières. On l'a vu aussi à l'œuvre, malgré tout, entre le caractère de masse et de plus en plus résolu des manifestations et l'occupation des places, et surtout, ce qui peut être le plus intéressant, entre cortège de tête et base syndicale, et entre base syndicale et centrale dirigeante. D'un côté, plus le cortège de tête se montrait combatif et plus la base syndicale le rejoignait. Plus la base syndicale rejoignait le cortège de tête et plus celui-ci se renforçait et acquérait du courage. De l'autre, plus la base syndicale ressortait aguerrie et plus les sommets du syndicat relançaient la mobilisation, mais plus les sommets du syndicat relançaient la mobilisation et plus les grèves, les blocages
voilà, plus la base syndicale devenait réfractaire à tout type de compromis, hein, en rejoignant au moins à Paris, lors des manifs, en dépassant voilà, les services d'ordre régés par les sommets pour s'installer dans le cortège de tête. Donc voilà, je crois que malgré les différences de composition sociale et de perspective politique, je l'ai dit, et en dépit de la pluralité des pratiques en présence, entre le 9 mars, qui est la date de la première manifestation, et le 14 juin, qui est la date de la seconde grosse manif nationale à Paris, nous avons assisté à une montée en puissance commune des sujets impliqués dans cette lutte issue voilà, de l'action réciproque entre, pour le dire rapidement, entre organisation et autonomie. Alors, je passe, faute de temps, sur le premier chapitre, hein, qui est consacré d'un côté aux transformations du monde du travail suite aux luttes sociales des années 1960-70 et de l'autre à la réaction néocapitaliste. Là, il est beaucoup question de financiarisation, de mondialisation, de crise, d'austérité, etc., etc. Pour dire tout simplement que, ça c'est un peu la thèse de fond du bouquin, que quoi que l'on pense des différentes trajectoires qui ont pris les cours des événements politiques dans les contextes nationaux traversés par des luttes significatives depuis 2011, c'est à travers ce rapport-là entre autonomie et organisation, hein, pour aller vite, c'est grâce au lien entre mouvements sociaux et une forme partidaire renouvelée ou un syndicat ouvert à sa base, qu'on est arrivé à ouvrir des brèches dans le mur du présent et à maintenir ces brèches plus ou moins largement ouvertes dans les périodes successives. Hein. Que l'on pense à la Grèce, des insurrections de décembre 2008 jusqu'au référendum du 5 juillet 2015, ou que l'on pense aux États-Unis, de Occupy Wall Street jusqu'aux primaires dernières et à la mobilisation contre l'installation de Trump, ou que l'on tienne en considération l'Espagne, des indignés, des acampadas, des marées, jusqu'à Podemos et aux expériences municipalistes. Malgré toutes les limites, malgré toutes les difficultés, hein, je tiens de ces pratiques-là, et je tiens beaucoup à souligner cet aspect, quoi que l'on pense de ces différentes réalités, quand la coalition ou la dialectique, ce jeu de va-et-vient et de renvoi réciproque entre mouvements auto-organisés et structures partidaires ou syndicales se sont désarticulés, on est entré dans une phase de reflux. Hein. Ce que, de mon point de vue, ne détermine pas simplement ou seulement le fait qu'on doive essayer de trouver des alliances avec des partis de gauche ou des syndicats capitalistes, mais pose aussi la question de l'organisation de l'autonomie. Voilà, c'est à l'aune de ceci que j'analyse dans le deuxième chapitre le long Mars français. Hein. Je passe là de même sur les premières pages de ce deuxième chapitre, la France post-2012, ce dont Hollande est le nom, et l'annus horribilis ou conséquences politiques de M. Valls, qui se concentre sur l'approbation du Fiscal Compact et de la loi travail en ce qui concerne Hollande, qui est un petit peu voilà, le représentant par antonomase du se devenir post-démocratique de nos systèmes politiques, et sur la séquence qui va des attentats jusqu'à l'état d'urgence pour ce qui est de Valls, emblème, hein, quant à lui, du point de fer sécuritaire et du racisme d'État. Et après, voilà, cette petite douzaine de pages, j'essaie de faire une petite fresque d'environ 25-30 pages de la mobilisation qui constitue le cœur du bouquin. Ouais, donc voilà, tout d'abord le mois de mars, qui change la donne politique, en produisant d'emblée un effet cathartique extrêmement salutaire. Hein. Ça a été une véritable libération ce mois de mars 2016. Il n'est plus question que d'attentats, de terrorisme, de Front National, etc., etc. Mais finalement, on retourne sur le devant de la scène les questions de l'émancipation sociale et politique. Il s'agit d'une irruption dans l'espace et dans le débat public des jeunes, des étudiants, des précaires, des chômeurs, des salariés, qui nous a véritablement fait du bien. Hein. Et en fait, tout de suite, la sensation était assez claire et assez nette. Il suffisait de participer à n'importe quel AG interprofessionnel, interlutte universitaire, pour le comprendre que cela allait durer, que cela allait prendre de l'ampleur. Hein. Vraiment le monde ou rien, comme on l'écrivait sur les pancartes, les banderoles du cortège de tête.
Ensuite, le mois d'avril, hein, avec l'occupation symbolique ou pas, vous le savez, à Paris, il y a toujours un accord avec la préfecture des places, hein, de Place de la République, qui a définitivement ratifié voilà, le débordement du cadre de la contestation contre la loi travail et son monde. Là aussi, il y aura plusieurs éléments à mettre en avant, positifs, mais aussi problématiques, notamment ce qui concerne le procéduralisme, le formalisme des AG, mais voilà, on pourra éventuellement en parler dans la discussion. On a eu après voilà, les grèves et les blocages du mois de mai, qui ont sanctionné l'ouverture d'une troisième phase de la mobilisation, c'est-à-dire l'attaque directe et immédiate au processus de valorisation du capital. Ce n'est qu'avec l'entrée sur scène des poids lourds, raffineries, cheminots, dockers, centrales nucléaires, etc. Ce n'est qu'avec le véritable protagonisme des salariés, hein, qui pourtant ont eu leur place dès le mois de mars, que les intentions de la mi-février, hein, leur faire peur des AG de Ruffin et compagnie, a pu se matérialiser concrètement. Là, on ne s'est pas limité à leur faire peur, hein, comme avec les cortèges de tête ou les occupations des places. Là, on leur a aussi véritablement fait du mal. Et c'est là qu'on a cru, au moins pour un certain moment, que les rapports de force auraient pu se rééquilibrer en faveur de la contestation. Mais voilà, vous savez mieux que moi comme cela s'est conclu. Et enfin, voilà, le dernier sous-chapitre, de mars à juillet, tout le monde déteste la police. Alors, puisque articuler des considérations théoriques, politiques sur le rôle de la police et sur sa fonction répressive dans les quartiers populaires et sur les mouvements sociaux, je me suis limité à faire une narration, un vrai récit des 16 manifs qui ont constellé la mobilisation, hein, en pointant la composition sociale et les pratiques du cortège de tête, sans le réduire pourtant à une simple forme de résistance à l'égard des violences policières. Hein, parce qu'il n'y a pas eu que ça, et c'est bel et bien agi aussi de l'immersion d'une subjectivité émeutière dans certains reliefs. Et c'est donc comme tel voilà, qu'il faut l'appréhender, qu'il faut la discuter. Les uns pourront la critiquer, les autres l'apprécier, mais il me semble que cette composante émeutière s'est renforcée au fur et à mesure que la mobilisation prenait corps, et surtout qu'elle a fini par caractériser énormément le mouvement. Alors, ceci étant dit, le 19 juillet, hein, je commence à aborder les questions plus d'actualité. Juste 2 semaines après la dernière manif, il y a eu le meurtre d'Adama Traoré de la part de la police. Cet événement et le bref interlude sur racisme d'État et émeute qui lui est consacré nous rappelle plus que jamais qu'en France surtout, il y a un refoulé très lourd, hein, un véritable fil rouge qui nous conduit à travers ces 1000 péripéties, bien évidemment, des émeutes, de la répression des émeutes de 2005 aux attentats de 2015, et c'est la question raciale. Et voilà, ensuite la troisième partie, hein, je vais finir dans 5 minutes, la troisième partie essaie donc de tisser des liens entre tout ce que je viens de dire et les luttes antiraciales qui ont eu, si vous voulez, leur place en l'automne dernier et en février dernier. Hein. Au moins beaucoup plus par rapport à ceux qu'on n'avait pas pu voir tout au long du printemps 2016. Alors, il me semble que les syndicats ne se posent pas trop ou pas du tout la question. Hein. Leur objectif consiste en gros en la défense corporatiste de certaines branches du monde du travail. Et peu importe que dans la France d'aujourd'hui, des tranches toujours plus grandes de population, hein, de la jeunesse franco-française aux nouvelles figures du travail précaire jusqu'aux subjectivités postcoloniales, subissent désormais ce qu'on peut appeler une inclusion différentielle dans le salariat et dans le welfare traditionnel, c'est-à-dire qu'elles n'y prennent part qu'à des moments sporadiques et en y occupant les places, les postes les moins favorables. Quant à Nuit debout, la question a été posée, mais elle a été posée voilà, de manière un peu bizarre, disons. En gros, d'un côté, beaucoup de gens ne semblaient pas comprendre pourquoi les Noirs et les Arabes aussi n'en pourraient pas sur la place
pour se confronter avec eux. De l'autre, certains nuits deboutiste mettaient en avant la possibilité d'aller eux-mêmes en banlieue ou dans les quartiers populaires à lancer des nuits debout locales. Mais dans tous les cas, voilà, il en ressortait une vision des banlieues comme des lieux vides et apolitiques qui, pour élaborer des formes ou des espaces politiques, nécessitent soit de se projeter vers l'extérieur, soit d'une aide qui provient de l'extérieur, ce qui, bien évidemment, pose problème. Et dans le cortège de tête aussi, hein, qui en effet a été un peu plus mélangé de ce point de vue-là, grâce surtout aux lycéens et aux très jeunes, on se disait que peut-être, voilà, finalement, les affrontements avec les keufs auraient pu constituer un pont avec les gens des quartiers, mais cela voilà, n'a non plus trop bien marché, au moins pendant le printemps dernier. Là, les émeutes du mois de février sont plus intéressantes de ce point de vue-là. Hein. Donc voilà, oui, tout à fait d'accord avec les éditos qui sont sortis récemment, aussi sur lundi matin, qu'il faut continuer à soutenir, à pratiquer, être présent dans les émeutes, mais cela ne résout pas du tout le problème de la recomposition des liens, des jonctions entre jeunesse précarisée et jeunesse racisée. Or, et je finis vraiment là, il me semble que entre la pluralité des points à travers lesquels on pourrait construire ce lien, l'argent, hein, la question de l'accès à l'argent qui est très présente dans les mouvements sociaux de la gauche extra-parlementaire italienne et beaucoup moins en France, hein, la question d'avoir accès à l'usage de l'argent pourrait représenter au moins un mobile subjectif, hein, donc voilà, mettre à côté toute considération idéologique ou moralisante, hein, au moins un mobile subjectif assez puissant sur lequel travailler ensemble théoriquement et politiquement. Hein. Qu'est-ce qu'une théorie décoloniale de la socialisation du revenu? Hein. Quel type de pratique, d'enquête militante, d'enquête politique pourrait-on mettre en place à cet égard? Hein. On a commencé à le faire depuis très peu de temps, en réalité à Paris, on pourra éventuellement en discuter ensemble. Il s'agit bien évidemment d'une approche très pragmatique, hein, voire vraiment post-idéologique, comme cela a été fait justement dans les années 70 en Italie, à se dire prenons l'argent, on veut des sous pour vivre, hein, on veut du fric non pas pour ne pas crever la dalle, mais pour ne pas faire des petits boulots de merde, hein, les bullshit jobs comme disent les anglophones, pour ne pas être obligé à accepter n'importe quelle offre de travail, pour ne plus être précaire, pour ne pas devoir subir la menace patronale du licenciement, pour ne plus dépendre du chantage monétaire, hein, parce que c'est ce que tout le monde subit, hein, le chantage monétaire qui consiste en l'obligation de devoir nécessairement vendre sa propre force de travail sur le marché afin de gagner sa vie. Ce n'est pas annoncé des lendemains qui chantent, hein, on est bien d'accord, mais cela correspond à un besoin qui est tout à fait primordial dans n'importe quelle société capitaliste, vu et considéré que la monnaie constitue un peu la clé de voûte de ce système social. Vu et considéré que la monnaie est un élément incontournable, absolument central, et cela aussi en ce qui concerne les rapports de force entre parties sociales opposées. Hein. C'est donc voilà, un besoin de pouvoir social ou de contre-pouvoir, si vous préférez, dont peuvent se réclamer non seulement la jeunesse précarisée, et ce ne sont pas que les jeunes hyper formés et hautement qualifiés à être précaires, parce que la précarité sévit aussi dans les secteurs du travail plus spécialisés. Mais voilà, elle pourrait se réclamer de cette perspective aussi, tout d'abord, les subjectivités qui sont plus ou moins structurellement exclues et marginalisées du monde du travail et du welfare. Et cette exclusion et marginalisation structurelle passe par la ligne de la couleur de la peau, hein, il faut être clair là-dessus. Et deux, les syndicats aussi pourraient réclamer cette mesure alors qu'ils sont complètement hostiles. Mais voilà, si on plaide pour la défense et l'amélioration des conditions de travail, si on est pour la réduction du temps de travail, une socialisation du revenu digne de ce nom est un outil de lutte tout à fait fondamental. On pourra refuser le travail parce que, il ne faut pas oublier que l'opéralisme, le post-opérisme et l'autonomie italienne ont thématisé la question du revenu social à partir du refus de travail.
Donc voilà, pouvoir refuser le travail, pouvoir faire la grève, la reconduire, hein, parce qu'on a un revenu social garanti, ce n'est pas peu de choses. Mais la socialisation du revenu est tout à fait fondamentale aussi pour qui veut travailler autrement, hein, donc voilà, de manière plus coopérative ou moins assujettie aux pressions de la concurrence et du marché, pour qui veut faire de l'autoproduction aussi. Et voilà, encore plus, la socialisation du revenu est tout à fait fondamentale pour qui veut faire autre chose dans la vie que travailler tout le temps, hein, pour qui veut faire aussi autre chose au-delà du travail, ou pour qui veut non tant libérer le travail, mais se libérer du travail ou libérer du temps de non-travail. Donc voilà, ça me semble aussi en résonance avec pas mal de slogans, pas mal de mots d'ordre et pas mal de sensibilité et d'orientation qui aussi dans le cortège de tête, bon gré mal gré, était très présente. Donc voilà, l'enjeu, et je finis là-dessus, du bouquin, c'était un petit peu de revenir sur différents moments qui ont connoté la mobilisation, de laisser aussi une trace, hein, une mémoire des luttes, et après d'introduire ces deux thématiques qui sont moins présentes dans les débats français, notamment dans les débats de l'autonomie française. La première sur autonomie et organisation, et la seconde sur le revenu social, mais en le faisant, voilà, en renversant un petit peu le geste qui est typique du post-opéraïsme, de l'autonomie italienne, voilà, Negri et compagnie, c'est-à-dire de thématiser la portée ou mettre à feu, voilà, le potentiel du revenu, non tant à partir justement des travailleurs dits immatériels, cognitifs, intellectuels, artistiques, etc., mais de porter le revenu social dans les quartiers populaires, en banlieue et en périphérie, parce que c'est là qu'il pourrait effectivement avoir des retombées sociales, économiques et politiques tout à fait explosives, au moins de mon point de vue. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Les lignes de fond du bouquin, les enjeux théoriques et politiques qui sont posés. Aux frères aux armes pour notre lutte, pour la victoire de tous les travailleurs. Aux frères aux armes pour notre lutte, pour la victoire de tous les